Bonsoir. Jamais rentrée scolaire n'aura autant fait parler d'elle. Elle a fait couler beaucoup d'encre et de salive entre incertitude d'une rentrée effective dans le nord-ouest et le sud-ouest et l'absence du livre à quelques jours de la reprise effective des cours. Les parents font face depuis le 10 juillet dernier à un arrêté du ministre des Enseignements secondaires interdisant l'ouverture à la rentrée de 53 établissements dits clandestins. Rentrée scolaire 2018, le casse-tête chinois des parents. C'est le fait du jour. Madame, monsieur. Rentrée scolaire 2018, le casse-tête chinois pour les parents. Pour en parler, je suis avec Laurent Epoy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant et aussi inspecteur pédagogique régional d'informatique. C'est bien cela. Effectivement. Père d'un enfant. Donc vous êtes parent. Oui. Voilà. Ici, sur ce plateau également, Guy Hervé Fongan. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission qui sort des sentiers battus. Donc ce soir on va essayer d'alléger un peu la peine des parents qui sont chaque rentrée scolaire un peu plus stoïques. Donc on salue cet esprit de sacrifice qui, comme les musulmans aujourd'hui, ont sacrifié le mouton. Donc on va faire un clin d'œil à ces parents stoïques qui chaque rentrée scolaire souffrent en souriant parce que la vie est de plus en plus intenable et elle est de plus en plus invivable dans ce pays qui chaque jour un peu plus s'enfonce et s'enlise. Voilà, je rappelle que vous êtes parent également. À côté de vous, Apollinaire Ngassa, non, Maurice Djongo d'abord. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert APC. C'est quoi l'APC? L'APC, c'est l'approche par les compétences. C'est un système éducatif que nous sommes en train d'implémenter depuis 2010, qui remplace la PPO, la principale objectif, qui lui aussi a remplacé ce qu'on appelle l'école du savoir. C'est-à-dire, à l'époque, on prenait des livres, on donnait aux gens sans savoir où on est. Après, on est passé à la PPO. C'est-à-dire, avant de faire un cours, il faut fixer les objectifs. Mais on s'était dit que en fixant les objectifs, on pouvait savoir préparer quoi enseigner. Mais on s'est rendu encore compte que derrière les objectifs traînent toujours beaucoup de choses. Maintenant, nous entrons sur l'approche par compétence. Il faut noter qu'aucun système n'est mauvais. Mais à un certain moment, les systèmes sont inadaptés. Donc les deux premiers systèmes sont dépassés au Cameroun. Il nous faut des professionnels. Et pour avoir ces professionnels, il faut passer par l'approche par les compétences. Voilà, je rappelle également que vous êtes écrivain et parent. Ah oui, je suis parent des enfants dans le système francophone, oui. Système anglophone. Donc je vis tous les problèmes, mais une partie de ce que les anglophones revendiquent. Okay. Bon, je suis auteur du livre Changer le Cameroun par la philosophie. Cette année, on va lancer la philosophie en classe de seconde sous forme d'APC. Oui. Donc initialement, nous allons sortir un corpus qui lance un peu, qui fixe un peu ce qui peut être une philosophie dans l'approche par les compétences. Ok. Également, Apollinaire Ngassa, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Vous êtes le président du syndicat des libraires et papetiers du Cameroun. Exactement. C'est bien cela. C'est bien cela. Apollinaire Ngassa, oui. Où est passé le livre? Le libraire, généralement, c'est le dernier maillon de la chaîne de distribution des livres. Ça veut dire que le livre scolaire a plusieurs processus. Avant d'arriver sur le marché, passe par beaucoup de chemins, je peux le dire ainsi. Mais c'est vous qui êtes au courant ou en contact avec les parents? Le problème, nous sommes en contact avec les parents. Dans les années précédentes, on n'avait pas connu ce genre de problème. Le problème vient au moment où, au 23 novembre 2017, oui, le Premier ministre a signé une nouvelle réforme parlant de la politique du livre unique. C'était une très très bonne politique que nous avons appréciée. Mais maintenant, l'implémentation pose problème. Parce que dans la note du Premier ministre, le livre doit être... le programme scolaire doit être mis sur le terrain, au public, 5 mois avant la rentrée scolaire. C'est-à-dire qu'en septembre, en mois de mars ou plus tard, en mars, avril ou plus tard, les livres doivent être déjà
La liste doit être déjà sur le marché, bien sur la place publique, ou bien aux mains des éditeurs. C'est le temps maintenant aux éditeurs de préparer leurs commandes et d'acheminer les livres sur le terrain. Mais actuellement, ça n'a pas été le cas. La liste est sortie le 13 juin, oui. Et il y a eu beaucoup de réformes, c'est-à-dire beaucoup. Des livres essentiels. On nous a fait comprendre que c'est parce que ça se faisait en Chine ou je crois en Indonésie. Oui, oui. Il faut 4 mois pour cela, pour les livres qui viennent au Cameroun. Le conseil permanent a retenu 47 éditeurs. Oui. Parmi les 47 éditeurs, il y a peut-être 10% qui impriment au Cameroun. Et ils ne peuvent pas satisfaire la demande camerounaise. Les éditeurs qui impriment au Cameroun connaissent des difficultés dues au coût du papier. Oui. Le coût du papier, le coût de l'encre. Or, d'autres éditeurs qui préfèrent imprimer en Inde ou en Chine ne connaissent pas ce problème-là. Mais c'est le retard. C'est-à-dire que si la liste était sortie plus tôt avant, le livre devait être sur le marché ou plus tard le 15 juillet. Mais c'est le 12 juin ou le 13 juin que la liste est sortie. Le temps maintenant de préparer la commande et de faire imprimer en Inde, le transport déjà, ça prend pas moins de 45 jours, pas moins de 30 jours pour arriver au Cameroun. Donc c'est d'ici peut-être, selon ce que les éditeurs nous ont dit, d'ici le 27-30, il y aura un grand nombre de livres sur le marché. Actuellement, non, on nous a d'abord donné comme date butoir entre le 10 et le 15 août. Actuellement, nous avons des livres. Il y a des livres qui sont... Non, c'est pas que le stock est zéro, on a des livres. Nous avons certains livres sur le marché. Certains éditeurs ont déjà achalandé les distributeurs. Donc nous avons déjà certains livres qui peuvent être élevés peut-être à 30%. Okay. Mais les livres essentiels de l'éducation de base ne sont pas encore sur le marché. C'est-à-dire le livre de mathématiques, le livre de français, le livre d'anglais, ce n'est pas encore totalement sur le marché. Le français et les mathématiques, ce n'est pas sur le marché. L'anglais, à quelques pourcentages, on peut en trouver. Ok. Gervais Fonga, est-ce que vous comprenez cette façon-là, tout le temps, de faire... Les parents sont véritablement inquiets, à quelques jours. Oui, les parents sont inquiets parce que l'association si vous voulez, nationale des éditeurs avait sonné l'alerte en indiquant clairement au ministre, parce que la liste des livres est sortie en juin, donc ils ont clairement, de manière formelle, indiqué que pour que les livres puissent être acheminés au Cameroun, il leur faut au moins 5 mois pour avoir les livres dans toute l'étendue du territoire national. Le fait que la liste sorte en juin n'était pas de nature à permettre à ce que les livres soient accessibles dès la rentrée de septembre. C'était une première faute, le retard qu'on a accusé dans la publication de la liste des livres au programme. Et à côté de ça, vous avez l'ANELCAM qui s'est régulièrement plaint de ce que la commission qui a siégé, vous avez les livres qui étaient au programme, qui ont été retenus, et qui, au moment de sortir la liste définitive, se sont retrouvés hors programme, sans qu'on explique de manière cohérente et rationnelle ce qui s'est passé entre-temps. Donc il y a eu, évidemment c'est très camerounais, ce type de marchandage, ce type de tripatouillage n'est pas de nature à ramener la sérénité au sein des esprits et rassurer les parents. Donc toute cette cacophonie... On parle même de mafia autour du livre. C'est pour ça que je parle de mafia, parce que je veux dire qu'il y a une première commission qui a siégé au niveau des éditeurs, qui a approuvé la liste des livres qui allaient être au programme. Au moment où la liste des livres est sortie, vous avez des livres au programme qui ont été soustraits de la liste, sans qu'on explique de manière... alors que ces livres avaient été précédemment inscrits au programme, ils ne posaient pas de problème véritable. Donc les éditeurs ont dénoncé cet état de choses. Ils sont allés plus loin en indiquant que même si on y va avec cette manière de procéder, il faudrait qu'il y ait au moins 5 mois pour pouvoir produire les livres et les mettre à la disposition des parents. Donc la première conséquence qui va se poser de manière naturelle, c'est qu'il y aura une rareté du livre. Et vous connaissez très bien comment la problématique de l'offre et de la demande. Donc le peu de livres qui va justement arriver, il y aura de la surenchère, comme tous les commerçants le font. Et les parents aujourd'hui qui sont déjà suffisamment asphyxiés, qui n'ont pas de moyens, ne pourront pas en temps et en heure acheter des livres pour leurs enfants. Et on est très peiné aussi de remarquer, c'est un problème qu'on ne... Moi j'ai apposé des deux mains la fameuse décision qui voulait qu'on ait le fameux livre unique. Le livre unique pour toutes les matières aurait été un
j'allais dire une bouée de sauvetage pour les parents qui se saignent au quotidien pour envoyer les enfants à l'école. Donc, on en parle plus depuis un moment. Les éditeurs ont remis ça au bout du jour. Ils ont même suggéré au ministre que compte tenu des délais, de reconduire simplement les livres qui a au programme l'année dernière et que cette nouvelle liste soit valable pour la rentrée 2018-2019. Bon, il y a une espèce de bras de fer, donc un dialogue dessous, personne n'écoute vraiment ce que l'autre essaie de dire et ça laisse simplement prospérer l'idée selon laquelle, et c'est évidemment dans l'imagerie collective qu'on est dans un no man's land où chacun peut faire ce qu'il veut et à quelques jours de la rentrée scolaire, c'est pas une attitude qui est de nature j'allais dire, à rassurer et amener une ambiance conviviale dans les foyers. Voilà, Laurent Epoy, autre élément évoqué par les éditeurs cette fois-ci, c'est éviter la contrefaçon. Cette rareté du livre semble leur... ils sont satisfaits de ce que le livre ment. Ils pensent que lorsque les livres vont arriver, ça ne va pas donner le temps à ceux-là qui vont faire de la contrefaçon de pouvoir évoluer sereinement. En effet, vous savez, la contrefaçon était un problème réel au Cameroun et l'arrivée tardive du livre n'est pas seulement pour éviter la contrefaçon, mais premièrement, comme l'a souligné le confrère, il y a la disponibilité du livre depuis l'éditeur jusqu'au pays qui retarde cette arrivée effective. Mais nous osons croire que d'ici la fin du mois de septembre, tous les livres seront disponibles sur le marché camerounais. Ok. Maurice Diongo, ça vous satisfait que les livres arrivent 2-3 jours avant la rentrée? Vous êtes satisfait? Non. Vous en tant que parent? Non, je ne pense pas que ça ne satisfait pas en tant que parent, mais les problèmes sont plus profonds. Oui. Ouais, on approche par les compétences, on change de paradigme, on change la façon de faire. Cette façon de faire, on faisait dans les années 60. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Nous, on a lu Mamadou et Bineta, édité par Edicef. À cette année-là, Edicef est l'une des plus grandes imprimeries du monde. Tous les 100 mètres au Cameroun, vous trouvez une imprimante qui est 1000 fois plus performante que les machines de Edicef de 1960. Et pourquoi c'est eux qui nous font les livres? Pourquoi on va aller en France? Moi, on dit aux enseignants, pour faire un livre, aujourd'hui, 15 chapitres, mettez-vous 15 enseignants, chacun par chapitre, on a un mois pour le faire. On a compilé, on a mis en ligne, les enfants vont télécharger. On peut pas, quand on dit qu'on va être émergent là, on doit produire de l'argent. Et il faut gagner les espaces. C'est pourquoi je remercie depuis une semaine, il y a près de 250 professeurs de français, de maths, qui se sont mis sur le programme 6e, 5e, 4e, 3e jusqu'en seconde. Mais ils m'ont accepté dans leur groupe comme expert. Donc je pense les accompagner. Si on peut, en 2 mois, nous on peut sortir tous les livres de Mala. La contrefaçon. En 2 mois, puisque chaque chapitre... C'est-à-dire en novembre? Oui, on peut sortir. Chaque professeur, vous mettez 2 professeurs par chapitre. Ils sont 250. Même si les livres ne sont pas bons, progressivement, parce que on dit l'APC contractualise les enseignements. Les professeurs doivent déjà se contractualiser, produire les livres à partir des moyens qu'ils ont. Pas dire qu'on va aller en Chine parce que... Qui vous a dit que la Chine est moins chère? Qui vous a dit? Le Cameroun a besoin des gens existentialistes. Parce que quand tu dis aux enseignants de faire, dès que tu appelles un enseignant, tu lui dis, le marché c'est 40 milliards. Il va te dire que si on fait comme ça, on va gagner 100 millions. Mais quand tu lui dis qu'on va laisser le livre gratuit, c'est là où ils ne sont pas contents. Oui. Donc moi, je ne peux pas entrer dans cet ancien système-là. Il faut changer de technologie. L'APC, c'est ça, changement de paradigme. Ça, si vous marchez, vous allez en marche avant, il faut commencer en marche arrière. La même chose. Ok. Apollinaire Ngassa, vous avez dit tantôt que les livres, pour ce qui est de l'éducation de base, n'étaient pas encore disponibles. Oui, c'est un choix essentiel.
Oui, les livres essentiels. Parce que les livres essentiels retenus par le conseil permanent de manuels scolaires et les matières didactiques. Oui. Oui, et c'est des livres, c'est l'éditeur local qu'on a choisi et qu'il imprime localement. Oui. Alors, est-ce qu'il a le matériel suffisant pour satisfaire la demande nationale? Oui, il a le matériel, mais le problème ici, c'est la sortie tardive de la liste agréée au programme scolaire. Mais vous dites qu'il a le matériel, mais oui, nous sommes à quelques jours de la rentrée, là. Lui, celui-là, il a peut-être au primaire, en français, il a 4 titres. C'est-à-dire la file, le cours élémentaire 2, le cours moins 1, le cours moins 2. Ça veut dire qu'il doit produire par milliers. C'est-à-dire il a eu la liste, on a validé la liste de 13. Le temps de mettre ce livre sur le marché, ça va pas prendre moins de 2 mois. Ça veut dire qu'il a un grand volume qu'il doit produire. Selon ce que j'ai appris, il était obligé même de soumissionner les imprimes. C'est un confrère pour vite imprimer ces livres-là. Mais il nous a rassuré que d'ici le 27, il sera sur le marché. Là, je voudrais répondre par rapport aux questions, par rapport à la préoccupation qui parlait des éditeurs. Alors, quand le décret du Premier ministre est sorti le 23 novembre, il a fallu peut-être 1 mois pour mettre le conseil, c'est-à-dire les membres du conseil sur pied. Ils ont commencé au travail en janvier. Alors, quand ils ont commencé au travail en janvier, ils nous ont appelés, nous, au syndicat. On a donné notre point de vue. On a même écrit pour leur dire que ce ne sera pas facile d'implémenter ça en 2018-2019. Nous avons... Donc vous demandez du temps pour ça? On a demandé 1 an. On a demandé 1 an pour mieux asseoir la politique du livre, parce que c'est une très très bonne politique. Alors, on a demandé 1 an pour mieux asseoir la politique du livre, pour qu'il n'y ait pas de rareté de livres sur le marché. Pour que le moment venu, peut-être en 2019-2020, que tout soit fin prêt. Alors, bon, ils n'ont pas peut-être compris. Entre-temps, maintenant, il y a eu changement, il y a eu remaniement ministériel. Selon ce qu'ils disent, ça a bloqué le processus. Alors, si les éditeurs avaient compris, vite comme les libraires, parce que nous sommes les acteurs du livre, nous connaissons, on n'imprime pas bien sûr, mais nous connaissons le cheminement. Nous connaissons comment ça se fait à ce que le livre soit sur le marché. Alors, connaissant tout cela, nous avons attiré l'attention du pouvoir public pour leur dire que voilà, on risque d'être bloqué à la rentrée par manque de livres. Voilà, au mois d'août, on n'a pas. La petite recette que nous faisons en août par septembre, on ne l'a pas fait. Parce qu'il n'y a pas ce livre-là. Alors, quand un parent entre en librairie aujourd'hui, il demande peut-être le livre de français, le livre de maths pour le primaire, il n'y en a pas. Même s'il y a un autre livre, il ne prend pas. Parce que c'est le livre essentiel. Mais selon ce qui nous a été rapporté, ces livres d'édition locale seront là au plus tard, le 30 août, au plus tard. Maintenant, en ce qui concerne les livres importés, les éditeurs locaux qui impriment à l'extérieur, certains sont déjà là, d'autres ne sont pas encore arrivés. Ceux des éditeurs qui disent qu'ils ont peur de mettre les livres sur le marché pour qu'il y ait piraterie, c'est des histoires. Moi, je ne peux pas comprendre ça, c'est des histoires. C'est pas aujourd'hui que la librairie a commencé au Cameroun. Nos parents qui ont fait la librairie, ça fait peut-être 70 ans. Mais ils ne le disent pas explicitement. Ils savent ce qui s'est souvent passé, ils ne le disent pas pour rien. Non, je dis, celui qui a fait la piraterie, même à moins de 3 jours, il fait sa piraterie. Hein. Alors, cet éditeur devrait plutôt être en commun accord, avoir une plateforme d'échange avec les libraires pour éviter tout cela. Parce que le libraire qui peut savoir si le livre est piraté ou pas. Parce que l'éditeur qui fabrique, il y a plus d'éditeurs. Tous les parents ne vont pas en librairie, hein, monsieur Gassa. Je vous en prie. Tous les parents ne vont pas en librairie. Non, avec la nouvelle réforme des livres, tous les parents devraient être en librairie aujourd'hui. Voilà. Avec la nouvelle réforme, c'est les livres neufs. On va trouver les livres neufs dans la rue. Les livres neufs se trouvent en librairie. Donc, si les éditeurs avaient organisé peut-être une plateforme avec les libraires, on peut efficacement lutter contre la piraterie. Parce que c'est le libraire qui peut savoir si le livre est piraté ou pas. Il y a plusieurs éditeurs. Mais tous les éditeurs-là déposent des livres, peut-être chez les distributeurs que le libraire prend pour vendre aux parents, aux consommateurs. Ça veut dire que... Parfois, les libraires peuvent être complices. Vous vous rendez compte? Non. Il est bien fait dans tout corps de métier à ce qu'on appelle la librairie gazeuse. Je vous rappelle l'année dernière, j'ai vendu un livre de bonne fabrication à un parent, une maman. Elle va à la maison, elle revient, me dit que le bon livre n'est pas bon. Alors je dis, maman, qu'est-ce qui te prouve que le livre n'est pas bon? Elle dit que non, ce que l'enfant de ma voisine a, c'est pas la même chose. Il dit, apporte-moi donc le livre que l'enfant de la voisine a. Ma maman a apporté le livre, j'ai pris le livre, j'ai ouvert, maman regarde. Ça c'est le livre de bonne fabrication, là-bas c'est la piraterie. Or, quand elle voit peut-être que la couverture est autre, elle croit que c'est le livre de son voisin ou bien de sa voisine qui était du bon livre. Donc les libraires peuvent efficacement lutter contre
les livres contrefaits si les éditeurs les accompagnent. Parce que les éditeurs ne peuvent pas, avec le gros marché qu'ils ont gagné cette année, chercher à vouloir écarter les libraires du circuit de distribution. Ça peut pas marcher. Ok. Diavé Fonga, vous êtes convaincu, ou plus tard le 30 août, les rayons des librairies seront achalandés? Moi, j'ai simplement envie de dire que cette situation, pour moi, est révélatrice de la navigation à vue et du manque d'une véritable politique éducative. Est-ce que vous ne la comprenez pas? Ils disent qu'ils ont demandé 1 an, mais on ne les a pas écoutés. Je l'ai évoqué dans mon propos liminaire en signalant très bien que l'association des éditeurs a formellement saisi. Les éditeurs ne l'ont pas fait. Ils ont saisi le ministre. Une minute, je vous en prie. Les éditeurs ont saisi le ministre après Après la publication de la liste. Non, écoutez. Nous avons saisi également le Premier ministre le 29 mai. Parce que la liste tardait à sortir. Or, les éditeurs ont fait quoi? C'est les éditeurs qui n'étaient pas peut-être retenus dans la liste, la dernière liste. Oui. Qui ont... Monsieur Nga, ça veut dire que les livres vous trouvent en librairie. Oui. En amont, il y a les éditeurs. Oui. Donc, si nous font rien, vous n'allez pas avoir de livres. Tout à fait. Donc, je veux dire que le schéma dans le dispositif, ça commence par eux avant d'arriver chez vous. Tout à fait. Et donc, il faut très bien noter que c'est en saisissant le ministre, ils ont clairement, après la liste, après avoir vu la liste, ils ont signifié que dans les délais impartis, c'était techniquement difficile d'avoir les livres disponibles à la rentrée scolaire. Ils l'ont dit de manière formelle. Et l'option du ministre d'inscrire au programme mon livre, un livre unique pour toutes les matières était une lumineuse idée, mais qui malheureusement, compte tenu de délai, ne pouvait pas être implémentée dans le délai aussi court. Tout à l'heure, Maurice parlait de Mamadou Bineta. Oui. On a connu à notre époque, quand on était plus jeune, mon livre unique de français, Go for English. Je veux dire que ce livre, je l'ai utilisé avec mes 5, 6, 7 grands frères. Je veux dire qu'on n'est pas pour autant aussi idiot que ça. J'ai lu des Julien condamné, j'ai lu, comment vous appelez ça, le procès de Kafka, etc. Pratiquement tous mes grands frères ont lu le même livre. Le simple fait de changer les livres chaque année, à mon sens, est une preuve palpable de la navigation avec qui singularise le système dans lequel on est enfermé. Est-ce qu'on ne peut pas satisfaire certaines personnes? Parce que ailleurs, oui. Est-ce qu'on ne peut pas par là satisfaire certaines personnes? C'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il n'y a aucune logique compréhensible qui explique que chaque année il faut absolument changer les livres au programme. Ça n'a aucun sens. Parce que j'ai envie de vous dire ici que dans des pays sérieux qui ont une vision et qui font de la prospective, le livre est un véhicule idéologique. Ça veut dire que si on veut construire et fabriquer le Camerounais de 20 ans, 25 ans, ça passe par le primaire, le secondaire, ça passe par les lectures qu'on lui inculque, ce qu'il lit à partir de la classe de 6e. C'est comme ça qu'on construit le Camerounais de demain. Quand vous regardez le modus operandi de notre système éducatif, vous avez l'impression qu'on a dit gavu. Un système où on change les livres tous les 2 ans. Ça ne fait pas sérieux. Quel Camerounais on veut produire dans 25 ans, dans 20 ans? Ça commence par l'éducation qui est le socle idéologique par excellence. Donc cette navigation à vue n'est pas rassurante. Heureusement pour moi que le 7 octobre, peut-être que ça va changer et que les Camerounais vont prendre une décision utile pour qu'on ait un système idéologique qui passe au livre, qui soit cohérent. Tous ces livres que nous avons lus, il a l'impression que tout le monde va à la librairie, ce qui n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous avons des parents paupérisés. Oui. Beaucoup d'entre nous, Serge Alain, vous et moi, on a connu la bourse du livre. On allait chercher les livres pour toi à la rentrée, etc. 80% des familles vivent comme ça. Ils ne vont pas en librairie. C'est un luxe pour beaucoup. C'est un luxe pour beaucoup. Et donc, on ne peut pas aller en librairie, acheter ou changer un livre. Ne les attendez pas en librairie, ils ne viendront pas. C'est un luxe. C'est un luxe. Il faudrait l'intégrer. Donc, quand les parents sont paupérisés à ce rythme-là, il serait utile et intéressant que le gouvernement soit un minimum conscient et mettre au programme des livres qui peuvent servir dans la durée, qui peuvent être un véhicule idéologique et construire le Camerounais de demain. C'est ce que les gens entendent et c'est ce que les gens souhaitent. Oui, je vais faire un rappel. Parce que là, on a déjà vu. Parce que quand vous dites que les livres changent chaque année, ça n'a jamais été... Tous les 2 ans. Non, ça n'a jamais été le cas. Nous avons les petits frères, les enfants, etc. Chaque année, on a des livres. L'ancienne politique... Chaque rentrée, quand ils arrivent, ils viennent avec une liste qui est nouvelle qui est différente de l'ancienne liste. On dit ça chaque année. L'ancienne politique du livre, c'était quoi? C'était 3 livres au choix. Et un livre avait une durée de vie de 3 ans.
Alors, maintenant, nous avons étudié le livre 5 ans, nous autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Le problème, quand le livre était devenu démocratique, comme on disait à l'époque, c'est chaque éditeur qui partait, qui courait derrière le chef d'établissement qui met son livre au programme. Oui. Ça veut dire que cette année-ci, on peut prendre le livre de mon cher frère, on met au programme. L'année prochaine, quand il ne parle pas bien, et on prend le livre de Guy Hervé. C'était là le problème, c'est là le processus. Alors le Premier ministre a dit stop. Le 23 novembre, il a dit stop. On ne veut plus parler de ce genre de là. On veut un livre unique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le livre de la CIL, par exemple, en français, qu'on utilise à Douala, c'est le même livre qu'on doit utiliser à Garoua, ou à Maroua, ou à Bafoussam. C'est le même livre. Et le prix est homologué. Parce qu'il y a des questions qu'on nous parle aujourd'hui de surenchère, non. Le prix homologué, le livre de français de la CIL, le coût moyen de c'est 2000 francs. Plus de 2000 francs, le parent n'a tout pas acheté. Et le plus souvent aujourd'hui, avec la nouvelle réforme, le parent vient en librairie avec la liste du livre et le prix mentionné. Ça veut dire que le libraire ne peut plus aller au-delà de 2000, au-delà du prix qui est mentionné sur la liste du livre. Donc la nouvelle, quand ça change un peu, il faut un peu croire. Mais le problème aujourd'hui, on ne ressent pas ce changement-là parce que le livre est devenu rare. C'est que ça. Mais sinon, la nouvelle politique du livre unique est une bonne chose. Même si ça elle n'est pas implémentée. Elle est en train d'être implémentée. Elle n'est pas implémentée. Elle est dans les cours, là. Chaque nouvelle réforme a des difficultés. Comprenez-le. Chaque nouvelle réforme. Nous, les libéraux, avons perdu un très grand nombre de stocks, un très grand stock de livres. Les parents souffrent encore plus. Je dis que nous avons perdu, moi, en tant que moi, également, je suis parent, mais je dis que les libéraux ont perdu un grand stock. Les libéraux ont accepté de perdre ce stock-là pour la paix sociale. Pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent qu'ils peuvent jeter ça par la fenêtre comme ça. Ils ont accepté de perdre ces livres-là, ce stock-là, parce que nous voulons que la paix sociale règne au Cameroun. Mais dire que la nouvelle politique du livre est une très, très bonne politique, mais le temps, l'accouchement est difficile, mais ça va aller. Oui, on comprend. Vous avez dit que d'ici la fin de ce mois... D'ici la fin du mois, selon ce que les éditeurs nous disent... C'est ça que les parents veulent entendre. Hein? D'ici la fin du mois, au plus tard, les livres seront... Ils vous écoutent, hein, les parents, là? Mais bien sûr, puisque nous sommes en contact direct avec les éditeurs qui nous disent qu'à tel moment, il y aura les livres. Je vous dis qu'il y a certains. Au secondaire, par exemple, tous les livres de français sont déjà là. Tous les livres d'anglais sont déjà là. Tous les livres de sciences sont déjà là, sauf excepté la classe de 3e. Mais il faut, vous-même l'avez relevé, que les livres essentiels, comment les parents se comportent quand ils vont acheter un livre. C'est du primaire. Du primaire. Comment on appelle ça? Maths, anglais, français. Mais si ils ne voient pas, ils n'achètent rien. Ceux-là sont déjà là, même pour le secondaire. Ils sont déjà là. Pour le secondaire, les livres sont déjà là. En librairie, aujourd'hui, on trouve le livre de français 6e. Le livre d'anglais 6e, le livre de sciences 6e, les œuvres dans la classe de 6e, on en trouve. Ce qui tarde à venir, c'est peut-être l'histoire et géographie qu'on doit... C'est déjà au port. Vous avez sacrifié l'histoire et la géographie. Non, c'est déjà au port. Donc d'ici peut-être vendredi ou samedi, certains livres seront sur le marché. Mais au plus tard, à la fin du mois, il y aura les 80 ou 90% des livres sur le marché. Ok, Maurice Djongo. Le 10 juillet dernier, Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires, par arrêté ministériel, interdisait l'ouverture de 53 établissements sur l'étendue du territoire national. Oui. Comment vous avez accueilli cette information, vous, en tant que personnel de ce ministère? Mais tous les ans, on fait ça. Tous les ans, on fait ça. Ça veut dire qu'il y a problème. Oui, il y a problème. Et on regarde le problème, parce que dans l'approche par compétence, on regarde le problème autrement. Vous prenez Bilongué, c'est situé à Douala 3e. L'État est incapable de faire un lycée là-bas, parce qu'il n'y a pas d'espace. Vous pensez que... Donc les privés prennent donc... remplacent l'État. Non. Vous pensez qu'on peut trouver un établissement normalisé? Parce que pourquoi on revient? Vous fermez, c'est les parents qui vont garder les enfants jusqu'à le délégué vient... Ils viennent, ils ouvrent. Tous ces établissements-là ont des effectifs. On ne va pas ils présentent des élèves aux examens officiels. Vous fermez. La maman, dans l'entourage, il y a au moins 1000 enfants qui ont des problèmes de scolarisation. C'est eux qui viennent ouvrir, non? Les parents. Nous avons normalisé un de ces établissements cette année. Bon, ils se sont rendus compte qu'il y a 4 ans,
On avait changé le système. Donc, ils n'avaient jamais vu l'approche par compétence. On est venu nous voir. Nous sommes descendus. Effectivement, l'emplacement, l'établissement est l'effectif. Et il paraît même que le promoteur a cette expérience de toujours aller chercher des endroits très peuplés, où il n'y a pas d'espace pour faire des établissements, pour monter son projet. Et quand vous arrivez, il y a tellement d'enfants. Tellement d'enfants. Donc il faut que le ministère regarde ce problème autrement. Il faut qu'on aille enquêter aux parents pourquoi ils envoient les enfants dans les établissements qui sont fermés. Parce que ce sont les parents qui viennent ouvrir quand la rentrée arrive. On peut vous répondre. Hein. Oui, attendez, Laurent Epoy. Oui. Tous ces établissements, dit le ministre, ont fonctionné l'année dernière, il faut le dire, sans arrêter de création ni d'ouverture. Effectivement. Comment comprendre donc qu'on en arrive là, tous les ans? En effet, comme le confrère... On laisse faire. En septembre, on ferme. Comme il a dit, les parents viennent et on ouvre. Oui, on laisse faire, mais quand on ouvre, celui qui ouvre, ce n'est plus celui qui est venu fermer. En fait, l'État vient fermer. Oui. Et comme le confrère l'a dit, la plupart de ces établissements se trouvent dans des zones très populeuses où l'accès y est parfois un peu difficile. Et très généralement, il n'y a presque pas d'établissement public dans le coin. Alors, quand le gouvernement ou alors le public vient fermer pour des raisons qui sont palpables et vérifiables, les parents se retrouvent en mi-septembre, en fin septembre, avec des enfants à la maison. L'établissement ouvert, réglementé le plus proche est loin. Et donc, ils viennent encore se plier ce promoteur-là. Voici nos enfants, ils sont à la maison. Le promoteur, lui, cherche son argent. Donc, il va ouvrir l'établissement. Nous avons fermé, nous sommes partis. Africa dit, nous, l'État a fermé, il est parti. Il va ouvrir, il va fonctionner derrière dans la clandestinité. Comme il a dit, sans programme officiel, sans enseignants même compétents, sans enseignants qualifiés. Alors, c'est en cours d'année ou alors en fin d'année que les commissions régionales se rendent une fois de plus compte que il est en train de fonctionner. Or, on l'a fermé l'an dernier. Mais nous devons le souligner et c'est à apprécier. Comme il a dit, les fermetures se font chaque année. Mais ces 3 dernières années, on peut remarquer positivement que le nombre d'établissements fermés chaque année est décroissant. Ouais. Il est décroissant. Ça veut dire que au fur et à mesure, certains se normalisent, se mettent au pas. Ok. Diavé Fonga, est-ce qu'il faut parler là d'un manque de suivi de la part des gouvernements? Non, mais l'État régional, c'est lui qui fait souvent. On a souvent suivi les délégués pour les enseignements secondaires pour le littoral dans cette opération, mais après il ferme. Il n'y a pas de suivi. Non, oui, c'est normal parce que l'État a démissionné. J'ai très souvent dit que c'est une curiosité planétaire, c'est-à-dire que c'est l'aristocratie de la nonchalance, c'est la forme la plus achevée de l'inertie. Il se passe simplement que l'État a abandonné l'école aux catholiques. Parce que regardez bien autour de vous, dans chaque quartier, vous avez au moins une église. Et en général, autour de l'église, il y a une école. Parce que l'État a démissionné, l'État n'y est pas. Regardez bien autour de vous, il y a toujours une église catholique pas très loin. Et quand vous avez un parent paupérisé comme ça, où l'école la plus anticipée est à 7, 8, 10 km de chez lui, ils sont comme ça nombreux au quartier, comment il fait? Et l'église catholique qui est à proximité de sa maison, ou alors l'école catholique, lui est inaccessible. Parce que contrairement à ce qu'ils nous ont fait croire quand ils sont arrivés, je veux dire que même un parent qui enseigne dans cette école ne peut pas y inscrire son enfant. Regardez comment la pension est aussi élevée. Et donc, même la gratuité de l'école qui est brandie revient encore 3 fois plus cher. Et donc, les parents n'ont pas le choix. Ils sont parfois obligés de supplier le promoteur d'ouvrir. C'est eux-mêmes qui supplient, puisque même quand l'école est ouverte par le gouvernement, c'est toujours les parents qui paient les enseignants. Donc, au finish, on revient à la case et part. Même quand, regardez dans vos différents villages, comment s'organiser avec les groupements, etc. Et là, sont les parents d'élèves, les GIC et consorts. Très souvent, c'est les parents qui construisent l'école. Parce que l'État a démissionné. Ils cotisent pour payer les enseignants à la fin du mois. Ils achètent les bancs, etc. L'État n'y est pas. Vous voulez que le parent fasse quoi à la rentrée scolaire? Et évidemment, ils viendront fermer. Et après, les parents me mettront la pression. Si il y avait une alternative crédible, de manière objective, les parents n'iraient pas voir le promoteur le suppliant d'ouvrir l'école. Parce qu'il n'y a rien en face.
Les parents n'ont pas d'alternative, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de... Puisque, détrompez-vous, hein, très souvent, c'est les mêmes enseignants que vous trouvez ailleurs qui viennent enseigner dans ces écoles et qui parfois sont même mieux payés que dans les écoles. Parce que c'est les parents qui, de leur poche, payent à la fin du mois. Donc, je veux dire qu'on revient exactement pas. Parce que même quand l'État construit, l'école est abandonnée. Oui. Les enseignants ne sont pas très souvent pris en charge. Et c'est les parents qui payent. Et donc, de ce point de vue, les parents reviennent après parce que l'État n'y est pas. C'est tout. Apolline Ngassa, moi je vais interroger les parents. On va prendre le cas parce que dans l'arrêté du ministre des enseignements secondaires, il dit ceci, c'est pour un établissement du côté de Yaoundé, le collège Elepson à Emana, pour ne pas le citer. Il dit ceci, l'arrêté dit ceci, cet établissement fonctionne sur le même site que l'école primaire, dans une maison d'habitation. Le site à risque abrite un pylône de transmission de communication. Lorsque le parent va inscrire son enfant dans ce type d'établissement, oui, moi je pense. Il ne voit pas tout ça, il ne voit pas le danger. Il voit bien le danger, peut-être qu'il n'a pas d'autres issues. Hein. Pardon, il n'a pas d'autres issues. Peut-être qu'il vit là-bas. C'est Jalin, je veux dire, vraiment, moi j'ai fait le lycée dans les années 80, au tout début de l'année 80. Oui. Alors, je payais les frais éligibles 2000 francs. Oui. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, quand ma fille passe en 6e, je payais près de 50 000. Voilà. Bon, avec les frais d'APE. On ne voit pas la différence entre le lycée et le privé. Alors, quand je payais à cette époque 2000, mon camarade qui était dans un collège privé payait 22 000. Et c'était le taux unique dans tout le Cameroun. C'est-à-dire que vous soyez à Douala, ou à Yaoundé, ou à Bafoussam, ou à Bafan, c'était le même taux partout. Alors aujourd'hui, on se rend compte qu'on a des écoles privées, publiques, primaires, où on paye 300 000 francs de scolarité. Il y a d'autres où on paye, je ne sais pas. Alors, la faute à qui? Moi, je dis la faute est à ceux qui... J'en connais, on paye 1 million, pas très loin de nous. Oui. Donc, c'est pour vous dire que ce problème d'école, c'est un problème sérieux. L'État a abandonné son rôle. Il faut que l'État revienne à des meilleurs sentiments. Mais quitte aux parents de mettre la vie de c'est jusqu'à dire qu'on fait les écoles. Si le parent habite par exemple en Banga Pongo, il n'y a pas d'école publique. Après Banga Pongo, la seule école publique qui existe, c'est peut-être ici aux machines d'Okpassi. Il fait comment? Il faut parcourir au moins 5 km pour aller à l'école publique. Vous le mettez dans un établissement. Il n'a pas d'école puisque lui-même il vit à côté. Qui peut s'effondrer à tout moment, dont le bâtiment peut s'effondrer à tout moment. Là où le parent vit lui-même, le maison peut s'écrouler d'un moment à l'autre, mais il vit. Il fait comment alors? Il vit. Le problème ici, le problème ici, c'est parce que les Camerounais sont abandonnés à eux-mêmes. Si l'État faisait son jeu, son rôle à fond, c'est tout. Et le temps que nous avons trouvé notre face, on ne serait pas arrivé là. À l'époque, est-ce qu'on pouvait construire une école n'importe où? Non, parce que l'État était là pour suivre, pour regarder. L'éducation, c'est la clé de réussite dans une nation. Quand l'éducation est foutue en l'air, rien ne peut marcher. Vous avez vu même ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Non, mais on a une nation perdue. Oui, un peu. Donc c'est pour vous dire que quand l'école échoue, tout le reste doit échouer. D'ailleurs, il revient maintenant au pouvoir public de remettre de l'ordre dans l'enseignement au Cameroun. Voilà, je vais vous lire une autre déclaration d'un responsable d'un établissement, d'un de ces établissements dits clandestins du côté de Yaoundé. Ce responsable dit ceci: ils ont dit la même chose l'année passée. Ils reviennent encore avec cela cette année. L'établissement existe pourtant depuis 13 ans. Donc ça veut dire que ça fait 13 ans que cet établissement est sur la liste des clandestins. Les ministres passent, mais l'établissement fonctionne toujours. C'est la tolérance administrative. Oui, mais c'est la tolérance administrative. C'est la tolérance administrative. Et en fait, même le motif, est-ce que c'est forcément la tolérance administrative? C'est donc quoi? Lorsque quelque temps, le problème est où? C'est les parents qui ouvrent cet établissement parce qu'ils vivent dans le même endroit. Tous ces... Bon, quand il pleut, on parle toujours des zones à risque où on a construit. Normalement, les écoles devaient toujours être dans les zones à risque parce qu'ils vivaient dans les zones à risque. Généralement, il y a une zone qui n'est pas à risque. Parce que même quand on n'arrive pas à circuler, même à Bonaprison, on ne circule pas. Je veux dire que c'est tellement banal aujourd'hui. Quel élément que vous appelez zone à risque? Aujourd'hui, quand il pleut même en plein cœur d'Aqua, à Bonaprison, vous n'arrivez pas à circuler. Vous êtes en plein cœur de la ville. Je veux dire que c'est un degré d'abandon qui est inacceptable. Oui, allez-y, terminez. Pour que l'école disparaisse,
il faut enlever tous les gens qui habitent la zone. Parce que c'est eux qui viennent. L'école les attire, ce n'est pas l'homme qui attire les élèves, c'est les élèves qui viennent à l'école. Oui. C'est-à-dire que si vous trouvez, parce qu'on enlève, on supprime une activité, on ne supprime pas une fonction. Quand vous voulez enlever l'activité de cette école, récupérer la fonction de l'école pour la transférer à un autre endroit. C'est ce que nous disons. Si vous dites seulement qu'on ferme l'école, les enfants vont aller où? J'ai pris le cas de Belongue. C'est l'oisiveté, il y a les bandits, les voyous au quartier. Il n'y a pas d'argent pour faire. Mais il y a l'effet de Yak, l'endroit de Bilongue. Voilà, il y a un lycée. Ça va prendre combien de personnes? Je vous signale un exemple. Quand nous sommes descendus sur cet établissement, c'était plein. Le lycée d'Oya? Non. Ce que nous sommes allés... Ils sont 150 par classe. C'était plein, près de 3 000. 150 par classe. Et ils n'ont pas, je ne sais pas s'ils sont conçus sur 1000 mètres carrés. Parce que pourquoi on les supprime? Le plus souvent parce qu'il y a une réglementation qui fixe les normes. Il y a déjà la superficie et tout ça. Quand ça ne respecte pas, on ne vous donne pas. Le comité technique vous refuse. Mais je connais plein d'écoles qui sont régulièrement, qui sont en conformité avec les pouvoirs publics, qui n'ont pas cette superficie-là. Hein. J'en connais. Parce que vers la fin, il faudra que pour ceux qui ont des établissements très grands investissements là, il faut trouver une norme pour eux. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Quand on parle de la normalisation, moi je suis électrotechnicien, on va vous dire telle norme parce que on voit telle chose. Prochainement, quand on a régulé le problème, on change la norme. Dans ces quartiers-là où il y a trop d'élèves, l'État sera obligé de revoir autrement, de faire une autre réglementation pour eux, quitte à voir comment on peut éviter. Et même comment éviter, parce que pendant qu'on dit dans les anciennes zones, les nouveaux lotissements, on a vu dire pour aller avoir l'agrément, prévoir les espaces d'école, tout ça. Oui. Et très rapidement, quand on a tout vendu, on le morcelle, on va aussi. Hein. Voilà. Laura Epo, je reste avec vous. Pour ce cas-ci, ça fait 13 ans qu'il est dans l'illégalité. Qu'est-ce qui fait problème? Oui. La constitution du dossier, c'est quoi? C'est ça le problème? Oui, non. Mais il refuse de se conformer. Je dirais qu'il refuse de se conformer. C'est 13 ans quand même, c'est énorme. Si 13 années continuent, il est fermé à chaque fin d'année pour le même motif qui est le défaut de conformité du site adéquat. Alors, mais il continue à fonctionner. Comme le collègue l'a dit, il y a ce qu'on appelle vous avez utilisé l'expression tout à l'heure, la tolérance administrative, merci. Alors la tolérance administrative laisse la possibilité de réouvrir, mais quitte à ce qu'avant la prochaine année, qu'ils aient un site adéquat. Mais l'année prochaine, ils n'ont pas le site adéquat, on revient fermé. Bon, maintenant, vous allez dire tolérance administrative répétée, mais je dirais non. Parce que, vous savez, quand un parent ou alors un promoteur, vous venez fermer son site sous prétexte qu'il y a, je prends ce cas d'espèce, un pylône de télécommunications posé non loin ou alors à l'intérieur il va vous dire, ou bien le parent va vous dire, mais moi j'ai grandi à côté d'un poteau depuis des années, ça ne m'a jamais rien fait. C'est, je dirais récemment, mais c'est un passé pas très lointain, c'est assez récemment que des études scientifiques ont démontré que tous ces antennes-là doivent être suffisamment éloignées des habitats. Notons aussi que c'est un problème. On pointe un doigt accusateur sur qui? C'est un problème d'urbanisation. Et quand on peut se poser un point de doigt justement accusateur sur l'État. Qui a laissé faire? Non, je veux dire que si en 13 ans, un individu est déclaré à chaque rentrée scolaire irrégulier et qui revient ouvrir à la rentrée, ça veut dire que l'État est à genoux. Ça veut dire que l'État est incapable de réguler une activité. On ne peut pas être irrégulier pendant 13 ans. Et à chaque mais Maurice Diongo dit que c'est les parents. C'est la pression des parents. On peut comprendre 1 an, 2 ans, oui. Mais au bout de 13 ans, on a le temps de passer d'un statut irrégulier à irrégulier. Oui. On a le temps de régulariser le statut. On ne peut pas être irrégulier durant 13 ans. Ce n'est pas possible. Il a eu le temps c'est quoi, c'est la mauvaise foi? Non, ça veut dire que l'État est incapable de réguler l'activité. Même si c'est de mauvaise foi, l'État peut vous obliger à vous mettre en règle. On ne peut pas être dans une situation irrégulière 13 ans durant.
Ça n'a pas de sens. Mais il vous oblige Ça n'a tous pas les de ans. sens. Guy Hervé Fongan, il vous Mais oblige s'il tous les revient, ans. oui, tous les ans, et à la rentrée, Il revient, le terrain est comme a dit ça veut Maurice, dire que l'État est à genoux. et comme a dit Maurice Diongo, Il est c'est incapable de les réguler. parents qui mettent la pression au Même promoteur. avec la pression des parents, on peut, puisque les règles sont claires, elles sont connues, on peut amener le promoteur à régulariser l'activité. Ce n'est pas compliqué. Mais si en 13 ans, on est incapable de le faire, ça veut dire qu'on a un État qui est à genoux. Je dis, Et quand ce n'est je- pas normal. Oui, oui. 13 ans durant, c'est pas normal. Quand il parle de la tolérance Donc l'État a échoué. Vous voyez, dans les années 92 ou 93, on parlait de Zoazoa. Il y a un phénomène de Zoazoa dans la ville de Douala. Carburant frélaté. Mais quand l'État a frappé du poing sur la table, ça s'est arrêté. Oui. Donc, pour ma part, je dis c'est la tolérance à l'initiative. Si on trouve qu'une Pas école 13 ans. fonctionne depuis 13 ans, tous les ans, il revient. Tous les ans, ça veut dire que l'État n'a pas joué son rôle. T'as échoué. L'État a le pense moyen. pas que- L'État a le moyen. Je L'État a ne le pense pas moyen. que c'est comme. Non, C'est pas. L'État, c'est nous. Voilà. À la rentrée, on ferme, on fait la publicité, on communique sur les établissements fermés. Oui. On vient mettre les macarons. Les parents attendent. Quand on va, Pendant qu'on est en train de fermer, ils sont là. ils sont là. Fermer maintenant, on va Ils faire ferment, comment? on va faire comment? Il y a un suivi. Après, regardez, la tolérance administrative vient où? Quand jusqu'à un mois après, il y a toujours les parents qui souffrent, qui tournent. Le plus souvent, comme on peut aussi faire, ils reviennent. Et lorsque vous revenez en janvier, c'est plus l'élève qui est en salle. Et c'est en ce temps-là qu'on dit, bah, on ne peut pas mettre les 1000 là dehors. On va fermer Ça le devient un col. problème social. On va fermer, oui, un problème social. On va fermer le col en fin d'année. En fin d'année. En fin d'année, on ferme. Les parents ouvrent en octobre. Ok, merci. Cédric Nouffelet, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà, le journal de 20h, c'est dans quelques instants, 2 ou 3 escales. pour Ce soir, le 20. nous allons vous présenter un kaléidoscope des messages exprimés durant la prière marquant la fête de la Tabaski, des messages essentiellement axés sur le retour à la paix dans les régions anglophones, mais aussi le fait de préserver le Cameroun d'un risque de chaos au lendemain de l'élection présidentielle. C'est en tout cas l'essentiel des messages exprimés durant les prières qui ont été dites ce matin lors de la célébration de la fête de la Tabaski. Nous reviendrons également sur un projet intégrateur dans la sous-région Afrique centrale, le corridor Yaoundé-Brazzaville. Cela fait plus de 7 ans que la sous-région Afrique centrale en parle et vous allez le découvrir dans le carnet de route de nos reporters, l'axe San-Mérima-Djoum, qui est un véritable parcours de combattants pour certains automobilistes, et le sempiternel problème des indemnisations des populations riveraines. Nous évoquerons d'autres infrastructures de transport dans le 4e arrondissement de Douala, et en politique également, vous suivrez ce meeting du MRC à Banganté qui continue de susciter de vives réactions sur l'ensemble du territoire national à la suite des nombreux problèmes rencontrés par le MRC du côté de Banganté, mais aussi la mobilisation du RDPC dans le département du Mungo, dans la perspective de financer la campagne électorale de Paul Biya, candidat du parti au pouvoir à cette élection présidentielle. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Nouffelet dans un instant. Quant à moi, madame, monsieur, je vous retrouve après pour le débrief. Voilà, retour sur le plateau d'Equinox Soir, toujours en compagnie de nos experts. Je commence avec vous, Guy Hervé Fongan, des imams qui prient pour la paix à l'occasion de cette fête de la Tabaski, Douala, Yaoundé, Bafoussam. Le message est le même, la paix, surtout dans les régions anglophones. Est-ce que la paix est véritablement menacée au Cameroun? Oui, ça, j'ai du mal à résister à cette tentation-là. Vous savez que je suis le secrétaire général de l'ACPR. L'ACPR, c'est l'association camerounaise pour une publicité responsable.
Donc nous avons organisé il y a quelques années le tout premier séminaire international sur l'autorégulation en publicité qui avait été animé par Stéphane Martin de la RPP de France. Et j'ai remarqué, et ça va être d'ailleurs, on est en pleine rentrée scolaire, j'ai envie simplement de rappeler aux uns aux autres que la publicité sur les établissements scolaires est interdite par la loi 2006 sur la publicité au Cameroun. Donc, et qu'il y a des façons plus intelligentes de faire la pub de son école ou de son collège de manière correcte sans violer la réglementation. Alors, une fois que j'ai dit ça, je tenais à le souligner que la loi l'interdit, la loi 2006 sur la publicité au Cameroun, parce que donc on croit qu'on est dans un no man's land, il y a quand même des activités, des secteurs encadrés. Et j'ai écouté avec une compassion à peine émue le discours, j'allais dire pas apocalyptique, mais avec une certaine appréhension que les imams ont vis-à-vis de l'élection présidentielle et le 7 octobre. Donc pour la plupart, ils semblent s'inquiéter de ce que, au soir du 7 octobre, ça risque d'être compliqué pour le Cameroun. Alors, je ne sais pas si des signes du diable sur le mur, ou alors s'ils ont des appréhensions fondées quant à ce qui se passera ce soir-là. Et on le sait quasiment tous, la fête de la Tabaski, c'est la fête du sacrifice. Donc, ils ont sacrifié le mouton aujourd'hui. Ils ont célébré en communauté. J'ai envie de dire que ça fait quand même 36 ans que les Camerounais sont sacrifiés par un gouvernement qui a démissionné, par un pays qui n'avance pas mais qui recule, qui manque de tout, où on a une activité informelle qui a une activité économique qui a 85% informelle. Vous avez près de 60% de la population qui vit avec moins de 500 francs au quotidien. Donc ça fait 36 ans déjà qu'on est sacrifié. Donc cette appréhension, peut-être qu'elle est fondée, j'en sais trop rien, mais le 7 octobre justement, cette population paupérisée qui vit dans un misérabilisme déconcertant sera peut-être responsable de tout ce que vous dites. Hein. Je veux dire que, enfin peut-être que vous ne vivez pas au Cameroun, mais moi qui vis ici, non, vous êtes responsable. Je suis responsable parce que je vois des gens au quotidien qui vivent dans un misérabilisme déconcertant, parce qu'ils sont quotidiennement paupérisés et depuis 36 ans ils sont sacrifiés. Donc je suis à peu près certain qu'au soir du 7 octobre, ils sauront mettre fin à ce sacrifice-là et en faisant le choix d'un régime, ou alors d'un nouveau Cameroun, d'un Cameroun nouveau qui, par la voie des urnes. Par la voie des urnes, évidemment, dans la voie des urnes qui mettra fin à 36 ans de sacrifice et à 36 ans de soumission et à 36 ans de paupérisation, et en choisissant un candidat qui apportera l'espoir et construira le Cameroun de demain, le Cameroun nouveau, le Cameroun tel que nous voudrons le laisser à nos enfants. Laurent Epoy, la paix est menacée. Le Cameroun subit ou alors est victime de crise, si je peux l'appeler ainsi. Alors, des instabilités dans certaines régions depuis un certain nombre d'années déjà. Avant la crise anglophone, nous avions déjà le phénomène de Boko Haram dans le nord Cameroun. Donc c'est une instabilité. C'est pas la guerre, mais c'est une crise. C'est le manque de paix. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'élection présidentielle peut s'ajouter à cette longue liste? Personnellement, je ne crains pas pour les élections présidentielles. Je pense juste que si les Camerounais vont aux urnes et choisissent leur président, celui-là qui sera le vainqueur à l'issue de ces élections fera le maximum, étant donné qu'il aspire à diriger le pays. Il fera le maximum, pour pouvoir ramener la stabilité dans le pays. Si c'est le président actuel, il continuera dans la lancée de l'équilibre du pays tel qu'il a commencé, tel qu'il le fait jusqu'à présent. Oui, Maurice Diongo, en quoi le résultat au soir du 7 octobre peut être comme ça un facteur qui peut déstabiliser le pays? Il faut, quand on voit l'opposition renaître, quand on voit les meetings de Maurice Kamto, de l'autre côté, on a peur. Mais je veux dire de quel côté? Mais le côté d'en face, les gens qui ont déjà fait 36 ans au pouvoir. Ils ont peur de quoi? Mais on croyait qu'on va prendre le pouvoir comme on fait tout le temps. Bon, maintenant, Maurice Kamto est en train de travailler avec force sur le terrain. Je pense dans mon livre, je le disais déjà en 2006, qui doit oublier qu'il est avocat international, qui doit oublier qu'il est un grand prof, qui doit descendre
comme Mme Foning le faisait. Bon, quand j'avais dit ça... La campagne a commencé? Est-ce que Mme Foning attendait la campagne? Elle était toujours au terrain tout le temps. Comme on a vu Maurice Kamto faire ces 3 années. Bon, ce qu'on reproche, c'est qu'on a peur, c'est que, bon, est-ce qu'avec ce travail-là, on va atteindre la masse critique? Parce qu'il faut le faire sur moins 70% du territoire. Parce que la fraude, en statistique, s'appelle les écarts. Un écart ne dépasse jamais 30%. C'est-à-dire si l'opposition peut neutraliser 70% du territoire. Comment? On l'a vu un peu prendre le nord, on l'a vu, il fait renaître l'ouest, même Baganté. Baganté n'a jamais vraiment été acquis à l'opposition. Les premiers, en 92, les députés sont allés au RDPC. Bon, maintenant, il reste les autres. Bon, maintenant, pour revenir aux imams, ils sont dans leur rôle. L'homme, c'est la pensée, c'est la foi. La pensée, c'est ce qu'on peut expliquer. Revenir. Ouais. Mais la foi, c'est ce qu'on a peur, on ne sait pas. Mais la même chose qui m'embête, c'est qu'ils prient pour le vivre ensemble. Il n'y a pas un problème de vivre ensemble au Cameroun. Il y a un problème de manger ensemble. C'est-à-dire quoi? La répartition des revenus. Voilà pour la Tanganji, le ministre pour la Tanganji qui parle. Lorsque ça a commencé, il dit il y a les postes, les anglophones ont tout. En fait, c'est un mauvais syllogisme qu'il utilise. De croire que quand Paul Atangi il est ministre, tous les Bamenda ont le ministère de l'AT. Ça veut dire quand Niat est député et président du Sénat, c'est tous les Bagantés. Non. Ils sont sénateurs? Donc quand Niat est sénateur, un Bangaté peut être très content que son frère soit sénateur. Ça, c'est l'apologie de Socrate. Mais scientifiquement, on ne peut pas dire que Niat est au Sénat, dont les Bagantés sont au Sénat. J'en développe beaucoup dans mon livre. Le syllogisme aristotélicien que les gens utilisaient très mal. Donc, il n'y a pas un problème de vivre ensemble. Nous vivons bien entre les anglophones. À Bonamoussa, nous vivons. Les écoles anglophones, tous nos enfants sont là. Mais il y a un problème de manger ensemble. Et comme les imams disent, est-ce que le 7 au soir, ceux qui ont déjà mangé pendant 36 ans vont encore faire la guerre si le Camerounais demande de remettre la mangeoire aux autres? S'il faut parler... C'est un problème de mangeoire? Mais puisque je ne fais qu'une apologie de vivre ensemble pour corriger, ce n'est pas moi qui ai le... C'est comme la lutte contre la pauvreté, c'est toujours de mauvais termes qu'on utilise et que sur le terrain ça fait problème. Donc si je paraphrase le vivre ensemble, en fait il faut changer ça par manger ensemble. Les francophones et les anglophones mangent ensemble, hein, pour rappeler, ils mangent ensemble de manière régulière. Peut-être qu'un mot rapidement, parce qu'il a utilisé, c'est peut-être passé rapidement, l'appréhension que ces imams ont au soir du 7 octobre. Peut-être qu'ils ont peur de voir résister l'espoir de 92 ou un parti d'opposition, le SDF, pour ne pas le nommer, avait remporté les élections présidentielles et justement vous allez voir la transition, la perche. Je suis heureux de ceux qui... Est-ce que le tout c'est de gagner l'élection? Non, je suis heureux de savoir que demain par exemple, je suis de ceux qui attendaient cet événement depuis un moment quand même, donc ce fameux parti qui avait en 92 réalisé l'espoir de battre le RDPC, demain présentera son programme politique, social et économique qui manifestement est la résultante de concertations faites dans les 10 régions du Cameroun, et donc le dévoilement sera fait demain. On a l'intime conviction que les fruits tiendront la promesse des fleurs et on attend cette présentation avec beaucoup d'envie et beaucoup de satisfaction. Ok, je vais attaquer avec vous le dossier pour la Tanganji. Il est au nord-ouest. Il a fait le tour des édifices incendiés et tout ça. Il promet une lutte sans merci au terrorisme. Oui, avant de allons-y rapidement. Question, je vais parler du problème des livres qui m'intéresse particulièrement pour dire aux parents d'élèves d'attendre d'ici 30. Oui, on l'a déjà dit. Et parler du problème que j'entends je lis dans les journaux qu'il y a un problème éditeur-libraire.
il n'y a aucun problème éditeur libraire en tant que tel. Ce que les libraires demandent aux éditeurs, c'est de pratiquer leur pourcentage pour compenser le stock qu'ils ont perdu dans les livres mis au programme. Ok, voilà. merci. Maintenant, Guy Paul Tangadji déclare la guerre comme ça aux terroristes. Ouais, simplement parce qu'il... Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'a pas commis grand-chose. Vous savez, j'aime rappeler cette très belle citation de Christiane Taubira, où elle dit de manière avec beaucoup de fermeté que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. On est arrivé à un point de non-retour où les gens sont meurtris dans leur chair. Ce n'est pas un problème qui peut être réglé par la force. Les armes ont montré leurs limites, telles que c'est parti. J'espère que la conférence convoquée par le cardinal Toumi aura finalement lieu et qu'elle se tiendra et que les gens vont s'asseoir, se parler, manger ensemble et se regarder les yeux dans les yeux, se dire les choses telles qu'ils le souhaitent et qu'ils le désirent. Non, il faut dire de manière ferme à Paul Tangadji que l'accumulation de frustration est le carburant de la révolte. Ces populations ont tellement accumulé de frustration. C'est vrai pour les francophones, c'est vrai pour ceux qui vivent à moins de 500 francs par jour au quotidien, qui sont plus de 60% au Cameroun, qui, à un moment donné, expriment leur ras-le-bol. Vous pensez que Paul Tangadji n'a pas la politique non, au niveau où on en est, ce n'est plus la force, ce n'est plus les menaces qui vont régler ce problème. Simplement de réunir les gens autour d'une table, discuter, se parler, manger ensemble, et trouver des solutions de sortie de crise qui puissent satisfaire tout le monde. Ce n'est pas en menaçant les gens. C'est vrai, il y a quelques extrémistes dans cette situation que nous condamnons d'ailleurs tous, parce que c'est pas plaisant de voir que les gens mettent de feu dans les écoles, etc., dans les hôpitaux. Ce n'est pas très responsable, mais le degré d'extrémisme observé aujourd'hui est simplement dû au fait que le mouvement s'est radicalisé, parce qu'en fait, en face, on a un État qui est resté longtemps autiste et qui n'a pas voulu prendre ce problème à bras le corps aujourd'hui. Les choses sont enlisées et il faut bien qu'on s'asseye et qu'on se parle et qu'on règle ce problème définitivement. Paul Dengas. Oui, je me rappelle en 2011, on a toujours parlé de ce problème de paix avant les élections présidentielles. Et juste après les élections présidentielles, on a commencé à nous montrer sur les plateaux de télévision les images de guerre pour effrayer les Camerounais. Moi, je dis, il y a la paix au Cameroun parce que les Camerounais veulent qu'il y ait la paix. Ce n'est pas parce que les pouvoirs publics ont chanté la paix, la paix, la paix. Les Camerounais veulent la paix au Cameroun. Le véritable problème qui veut dire le dénominateur commun des Camerounais, c'est le mal-être. Les Camerounais vivent mal dans leur peau. Ce n'est pas parce que tu es du RDPC ou du SDF que tu vas dire qu'il y ait la paix au Cameroun parce que c'est le pouvoir qui veut la paix. La paix au Cameroun, c'est parce que les Camerounais veulent qu'il y ait la paix. Nos parents ont vécu les années 50, 60 avec le maquis. Ils savent ce que c'est. Donc les Camerounais veulent qu'il y ait la paix. Ce n'est pas parce que les imams vont chanter, parce que les hommes politiques vont chanter qu'il y ait la paix. Mais je dis, au soir du 7 octobre, il y aura élection et il y aura un gagnant. Il faut que ce gagnant-là, celui qui gagne les élections présidentielles, fasse tout pour maintenir cette cohésion sociale au Cameroun. La guerre du nord-ouest, sud-ouest, c'est parce que c'est le mal-être. C'est le mal-être parce qu'ils sont un peu plus courageux pour affronter cela. Les francophones de leur côté vivent la même chose, mais ils préfèrent se taire et vivre vraiment cette paix-là. J'appelle également à ce peuple du nord-ouest, sud-ouest d'abandonner ce problème de guerre, de mal-être. Nous vivons la même chose. Et j'interpelle ici le président de la République. Vous savez, on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Tout à fait. Je ne dis pas le contraire. C'est ce que nous vivons même dans notre corps de métier. On l'a battu, on pleure, mais on supporte. Vous voyez un peu. Mais je dis, le président de la République doit faire quelque chose. Ça fait 2 ans que cela dure. Il faut qu'il se lève. C'est son pays, c'est notre pays. Mais il est le président, le tout premier Camerounais. Il faut qu'il frappe du poing sur la table, dit hâte à la guerre. Il prononce un discours par rapport à cette guerre-là. Vous allez voir que les choses vont beaucoup changer. Mais s'il continue à rester dans son silence avec ceux qui soutiennent ce silence-là, avec ceux qui ont un peu de zèle. Parce qu'on ne peut pas gérer le problème du Cameroun avec des zèles. On doit mettre les Camerounais, tous les Camerounais dans un même panier et dire qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être la guerre nord-ouest sud cache ce qui peut sortir de l'autre côté demain. Donc il est temps de tout faire pour qu'il y ait la paix, pour maintenir la paix au Cameroun. Ok. Laurent Ipoy, un ton une fois de plus musclé de la part du ministre Paul Tangadji. Il est resté logique dans sa façon de faire. Il est resté logique dans sa façon de faire, comme l'avait souligné. Je dirais de façon émotionnelle que les actes perpétrés par les uns et les autres
ne sont pas, lorsqu'on attaque par exemple une structure sanitaire ou alors un centre d'état civil, plus tard on va se faire soigner où? On va se faire soigner comment? Nous avons tous des moments, des grands moments, ils vont se faire soigner où? Alors, ce n'est pas parce que nous tenons des armes ou alors nous tenons des revendications que nous n'avons plus besoin de nos actes d'état civil, comme un acte de naissance ou alors un registre d'acte de naissance. Mais alors, de façon émotionnelle, comme je le disais, ces actes-là sont des actes condamnables, peu importe la revendication que nous voulons faire passer. Bon, alors, de façon... Oui, et dans l'action, ou alors le ton de Paul Tangadji, comme vous l'avez souligné, il est resté lui-même. Ok. Maurice Kamto, on va terminer avec vous. Guy Fonga, Maurice Kamto et le MRC. Finalement, le meeting s'est tenu. Tel qu'on le suit dans le reportage, c'est juste un problème d'itinéraire. Oui, enfin, j'ai suivi comme vous. Il se trouve que la même journée, il y avait 2 meetings au sein de la ville. Donc, c'est un problème, à mon sens, de planification stratégique. On aurait pu éviter ça. C'est une publicité qui, à mon sens, qui n'a lieu pas lieu d'être. Ça rend plutôt service à Maurice Kamto. Peut-être que c'était exprès. Je veux dire que peut-être qu'il avait l'information avant qu'il y ait un meeting du RDPC qui s'organiserait, ou alors l'inverse. Et de toute façon, c'est une publicité qui le rend. Il a su une publicité qui, à mon sens, lui est plutôt favorable, parce que c'est une autre après le Ramadan. Oui, tout à fait. Le Ramadan médiatique observé dans les médias traditionnels et dans les médias classiques autour de ce meeting-là font que ça permet au MRC d'occuper un peu l'actualité durant quelques heures, mais c'est une démonstration de preuve de la démocratie. On est dans un pays libre et citoyen, et les gens devraient pouvoir se mouvoir en toute sérénité, mais je précise quand même que, je suis obligé de le dire, je précise quand même qu'officiellement la campagne n'est pas encore lancée. La campagne n'est pas encore lancée. Vous ne m'en voudrez pas de féliciter quelques-uns qui ont pris sur eux quand même de respecter la légalité, de commencer la campagne, comme le SDR avec Joshua Oshi, qui lancera sa campagne en temps opportun quand elle sera effectivement faite. Donc, on peut être agréablement aussi surpris de remarquer que dans cette technologie électorale-là, il y en a quand même quelques-uns qui sont légalistes et qui souhaitent rentrer dans l'arène quand effectivement le signal sera donné par Elecam. Donc on est très content. Le 24 septembre. Le 24 septembre, effectivement. Donc on est très heureux et on espère que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Voilà, dans un instant, parole de femme avec Juline Guignondé. Juline Guignondé, bonsoir. Bonsoir Serge Alontou, bonsoir à vos invités et à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà le rendez-vous des femmes et peut-être aussi des hommes, hein? Tout à fait, ils sont nombreux qui nous suivent et je suis sûr que même vos invités, juste après Equinox ce soir, vont se scotcher et vont suivre ce que les femmes vont encore dire dans le cadre de Paroles de femmes. Voilà, aujourd'hui, nous parlons de l'entrepreneuriat féminin. Nous allons donner la parole à ces femmes chefs d'entreprise, ces boss ladies, ces femmes qui sont appelées à diriger, à donner des instructions, à tenir les commandes, comment elles font pour manager leur personnel, comment une femme se comporte quand elle doit à la fois gérer les hommes et les femmes, quand elle est à la tête d'une structure, comment faire pour garantir l'harmonie, pour faire en sorte que l'entreprise soit pérenne et continue à produire du bénéfice. On en parle ce soir avec mes invités qui sont déjà installés sur le plateau de Parole de Femmes. Nous allons donner la parole à la fois à ces femmes chefs d'entreprise-là, également à ces employés, parce que Serge Alain, il y en a qui disent que ce n'est pas du tout facile de travailler avec des patronnes. Quand on a une femme comme patronne, ce n'est pas évident. On en parle juste après Equinox ce soir. Voilà, tout à l'heure, après Equinox soir, parole de femme avec Juline Guignondé. On va terminer ici. Maurice Diongo, votre mot de la fin. APC. Oui, je pense que comme on parle de Paul Tangadji, bon, c'est leur façon de lutter, parce qu'il lutte contre les sécessionnistes, alors qu'il faut lutter contre la sécession. Donc, qui porte la sécession? Mais chaque chose a sa partie conceptuelle et sa partie savoir-faire. Okay. C'est-à-dire que les activités qu'ils mènent là, ils luttent contre les sécessionnistes. Et plus ils vont arrêter, plus les autres vont venir. Alors qu'il faut chercher à lutter contre la sécession. Et comme il ne veut pas, il revient
aux Camerounais eux-mêmes d'en décider, de mettre fin. Le Cameroun est déjà divisé en deux. Donc il faut que... Non. Vous n'allez pas dire ça. Ah, est-ce que moi, je suis dans ma zone, on nous a déjà chassés. Non, le Cameroun n'est pas divisé en deux. Hein? Tout mon village, dans mon village, nous sommes déjà en ville. Hein? Oui. Bon, ils sont venus faire la frontière. Le Cameroun reste un. Bon, il reste un. Souhaitons qu'il soit un après les élections. Bon, c'est que je pense qu'on voit chacun se déploie pendant les élections, mais nous, les enseignants, on les voit trop amorphes, alors qu'ils doivent lancer les situations problèmes en septembre. Ils veulent dire que ces élections aussi, la situation problème des conditions des enseignants, les élections là ne les concernent pas. Est-ce que les enseignants en septembre peuvent amener un élève à solutionner un problème si lui-même il est incapable de solutionner les siens? Merci. Voilà la question que je pose à mes collègues enseignants dans l'APC, parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'APC. Ok. Vous êtes auteur de ce livre, Changer le Cameroun par la philosophie. La philosophie, c'est trop de questionnement. Hein? On l'a vu tout à l'heure. Le tribalisme à l'émergence. Oui. C'est un essai, je comprends. Maurice Djou. Faites trop de philosophie. C'est la philosophie, mais je fais une phrase pour dire à Maurice, comme Karl Marx, que jusqu'ici, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, mais il s'agit de le transformer. Voilà. C'est où nous vous attendons. Voilà. Merci à vous, Guy Hervé Fongan. Merci, Laurent Ipoy. Je vous remercie de m'avoir invité. Merci à vous également, Apollinaire Ngassa. On espère qu'il y aura les livres le 30. Hein. Je dis, à l'instant, il faut dire là, il y a déjà certains ouvrages, certains manuels sur le marché du livre. Donc les parents peuvent déjà passer en librairie, se renseigner si tous les livres sont là. Ok, merci. C'est une bonne nouvelle. Voilà. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin Equinoxe Soir. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Bashingou.